Merci beaucoup, Madame Larivière. Bravo pour toute l'organisation de cette consultation publique en format virtuel. On a tous hâte à être de retour en présentiel. Sale foutue pandémie dont on est bien tanné, mais entre-temps, c'est formidable de pouvoir la faire sous ce format. Alors, je me présente, Eric Allen Caldwell, conseiller du district de Schlaga et président du comité consultatif d'urbanisme. Je vous souhaite la bienvenue à cette assemblée publique à distance. Je vais présider l'assemblée. Je vais laisser les autres élus et la secrétaire d'arrondissement s'identifier. Je vais commencer par mon collègue, membre du CCU, M. Eno Rattel. Est-ce que vous êtes présent? Je ne vois pas la mosaïque. Donc, si Oui, vous êtes présent, absolument. manifestez-vous. Bonjour, Monsieur Caldwell. Bien, merci beaucoup pour l'introduction. Donc, Julien Nouratel, conseiller de ville de Tétroville et membre régulier du comité consultatif d'urbanisme. Merci, Monsieur Eno-Rattel. J'ai d'autres collègues élus dans cette assemblée virtuelle? Je leur demande de se manifester. Oui, moi c'est Alba, conseillère de ville pour les districts de Louriel. Bonsoir tout le monde. Merci, Madame Ramos. Est-ce que ça fait le tour? Parfait. Donc, je demandais à notre secrétaire d'arrondissement, Madame Dina Tosheva, qui sera là justement pour nous guider lors de cette consultation. Madame Tosheva. Oui, bonsoir tout le monde. Dina Tosheva, secrétaire d'arrondissement. Merci beaucoup, Madame Tosheva. Donc, quelques informations. Cette assemblée publique est un complément à la consultation écrite qui se tient en ligne depuis le 10 février sur le site Internet de l'arrondissement. Monsieur Simon Allard, ici présent, on me confirme qu'il est présent. Oui, présent, merci. Parfait, merci, Monsieur Allard. Monsieur Simon Allard présentera le projet à l'étude. Ensuite, nous ferons la lecture des questions et commentaires reçus préalablement et finalement, nous entendrons les questions et commentaires des personnes présentes à l'Assemblée. En deux temps, donc. Vous pouvez manifester votre intérêt de prendre la parole en levant la main, virtuelle ou réelle. Une seule intervention par personne sera permise. Elle ne peut pas dépasser 3 minutes. Je vous rappelle que la séance de ce soir sera enregistrée et sera ensuite diffusée sur le site Internet et sur le compte YouTube de l'arrondissement. Le projet à l'étude sera le projet particulier PP27 PP27 trait d'union 0310 afin de permettre la démolition du bâtiment situé au 6583 rue Sherbrooke-Est et la construction d'un nouveau bâtiment. Donc, avant de céder la parole à M. Allard, je rappelle qu'à la suite de la présentation, il y aura une période où vous pourrez émettre commentaires ou questions. C'est votre choix. Et je présiderai cette portion de la rencontre. Pour les questions, seront présents pour répondre nos professionnels de l'arrondissement. Et je souligne aussi la présence parmi nous de M. Owen, c'est bien le cas, promoteur du projet? Oui, oui, présent. Et de M. Chaloub, architecte au dossier. C'est bien ça? Oui, présent. Donc, après la présentation qui sera faite par M. Simon Allard de l'arrondissement, je prendrai questions et commentaires dans le format dont on vient de parler et ça fera office justement donc de la consultation. Alors, M. Allard, je vous cède la parole pour la présentation du projet particulier PP27 0310. Parfait. Dans le fond, le but de l'Assemblée publique de consultation d'aujourd'hui, c'est de présenter les dérogations qui ont été acceptées en première lecture au conseil d'arrondissement pour le projet du 6583 de la rue Sherbrooke, qui est le restaurant Pacini, qui est à côté d'une station de métro. Donc, changer de diapo, s'il vous plaît. C'est d'adopter le projet particulier. On voit la localisation du bâtiment présentement, qui est au coin de boulevard Langelier et de la rue Sherbrooke. C'est vraiment juste un stationnement et un bâtiment de un étage qui va être voué à la démolition pour la reconstruction d'un bâtiment mixte, ce qui veut dire qu'il va y avoir du commerce au rez-de-chaussée et des logements aux étages supérieurs. Le bâtiment à démolir est dans le district de Louis-Riel, qui est dans le nord de l'arrondissement. Présentement, nous voyons à la gauche du bâtiment à démolir que c'est la bibliothèque de l'arrondissement qui est située au rez-de-chaussée et avec des habitations aux étages subséquents.
Donc, nous voyons qu'il y a déjà un multiplex multi-étage dans le même secteur. Et nous voyons vraiment aussi la station de métro qui est à droite, qui est adjacente au site en question. La description du projet est vraiment simple. Ça va être de vraiment démolir le bâtiment existant, qui est le restaurant Pacini, afin de construire un bâtiment résidentiel de 9 étages, y compris le dernier étage en retrait. Je vous explique, il va y avoir 4 étages de plein pied en bas. Il va y avoir une marge de recul arrière pour les 4 autres étages et un étage qui est considéré comme une mezzanine, qui va être un 9e étage, mais qui n'est pas vraiment visible de la rue et qui est vraiment en retrait avant et arrière. De plus, il va y avoir 133 logements, dont 13 logements qui sont voués à des logements familles. Donc, on répond au règlement de la métropole mixte. En plus, il va y avoir une aire de stationnement intérieure pour 57 unités de stationnement et 94 unités de vélo. Il n'y a pas plus de stationnement que ça dans le projet, malgré le nombre de logements, parce que c'est vraiment situé en bordure d'une station de métro qui est un axe de transport structurant. Et en plus, qui a en plus d'avoir une... désolé, j'ai été dérangé par des messages. En plus d'avoir une ligne dédiée sur la rue Sherbrooke, une voie réservée pour les autobus. Désolé. On voit le projet en projet particulier pour déroger à 3 articles, qui est vraiment dans la zone. La zone est limitée à 6 étages. Donc, nous voulons aller à 9 étages. L'alignement de construction, on doit vraiment se fier à l'alignement des autres bâtiments qui soient en retrait ou plus en avant de la rue. Et c'est aussi un aspect qui va être vu en révision architecturale en titre 8. Et aussi à l'article 87, qui est pour la superficie des ouvertures en façade, parce qu'on est supérieur à 40% des fenêtres, en fait, en façade avant. Donc, c'est les principales dérogations au projet. On voit l'implantation au sol présentement. L'implantation au sol respecte les marges de recul arrière, qui sont de 4 mètres avec la ligne de l'eau, ici, et 4,6 mètres pour l'autre partie, à cause que la ligne est un petit peu croche. On voit également que le bâtiment suit la courbe, vraiment la ligne pour aller joindre la station du métro à gauche et le bâtiment existant à droite, en plus d'avoir une allée de circulation qui permet la fluidité du piéton pour aller joindre la station de métro. Donc ça, c'est les plantations au sol proposées avec la rangée d'arbres qui va être à l'arrière pour protéger, dans le fond, rendre un petit peu plus intime le bâtiment qui va être construit avec les bâtiments existants. Et on voit qu'il y a déjà entre les unifamiliales à l'arrière une rangée d'arbres vraiment bien verdie qui sépare la ruelle du terrain. L'aménagement des espaces extérieurs, il y a eu un travail qui a été fait par la part du promoteur et par nous avec les pourparlers, qui est pour arrimer le bâtiment existant et faire un chemin fluide pour aller à la station de métro, qu'il n'y avait pas présentement. Donc, on a suggéré vraiment une plantation en rangée d'arbres sur le front de la rue Sherbrooke qui va permettre de 1, limiter les îlots de chaleur, de 2, de purifier l'air et de 3, d'avoir un aspect un petit peu plus intime entre la rue et le bâtiment. Il va y avoir 30% d'espace vert au niveau du sol, ce qui est un plus par rapport à 0% présentement parce que le terrain est un stationnement et un restaurant en plein milieu. Et il ne faut pas oublier non plus que suite à l'approbation du conseil d'arrondissement, l'architecture du projet sera vue par le comité consultatif d'urbanisme pour approbation. Un des commerces proposés au rez-de-chaussée, qui est celui qui va occuper le plus de superficie, est une garderie qui sera à l'usage du quartier. La cour extérieure de la garderie sera vraiment en fond de terrain à l'arrière, du côté gauche. Il va faire vraiment le L autour du terrain. Elle sera aménagée en conséquence selon les normes gouvernementales pour les garderies. Ce qui est important dans le graphique qu'on va vous montrer dans la volumétrie et l'implantation, c'est le dégagement entre les résidences qui sont sur la rue à l'arrière et le bâtiment. Présentement, si on regarde, dans le fond, l'image du milieu, si on prend le 8 étages au complet, si on prend la ligne arrière du 8 étages, aller jusqu'à la première résidence, il y a un dégagement de plus de 30 mètres. Et si on prend le volume de 4 étages, qui sera le plus près des maisons à l'arrière, il y a un dégagement de plus de 20 mètres entre la fin de ce bâtiment-là et le début de l'unifamiliale.
Donc, en plus du 4 mètres respecté de fond de terrain, plus la ruelle, plus les cours arrière, on a vraiment un grand dégagement qui fait que le bâtiment est vraiment loin et qui empêche vraiment qui est moins imposant face aux résidences, vu qu'il est vraiment un peu plus loin. De plus, vu qu'on diminue la hauteur à 4 étages à l'arrière, ça fait, comme je vous ai dit, c'est pas mal moins imposant. Ça permet un peu plus d'ensoleillement et un peu plus de fluidité avec la lumière. Il y a une plantation d'une rangée d'arbres en guise d'écran également qui sera plantée. La présence d'une ruelle aide grandement à l'implantation du projet et aux désagréments que cela peut rencontrer. Et la marge arrière de la portion du bâtiment de 4 étages est proposée à 4 mètres depuis la ruelle. Ça, c'est respecté au règlement. La zone demande un dégagement de 4 mètres et c'est respecté. Nous avons eu des commentaires préliminaires par nos architectes. Dans le fond, un cadre bâtisseur est présent en front sur la rue Sherbrooke, permettant la création au sol d'un espace pour un dialogue entre la station de métro et le piéton et d'inviter à circuler. Ça a été réalisé avec l'allée perpendiculaire, l'allée qui mène à la station de métro. L'accès au stationnement proposé à l'ouest du bâtiment crée une liaison avec le cadre bâti existant et parce que l'autre bâtiment de l'autre côté a également une entrée pour aller au sol et c'est en dégagement de la station de métro. Donc, on limite vraiment les risques de collision avec les piétons en mettant l'entrée véhiculaire plus loin. Le 9e étage propose des retraits pour une meilleure intégration en hauteur et une diminution en hauteur pour 4 étages à l'arrière permet de réduire l'impact du projet sur l'ensemble résidentiel unifamilial adjacent au site. En effet, nous avons demandé aux promoteurs de nous soumettre une volumétrie qui serait conforme au règlement. Ce qui veut dire par conforme, c'est qu'il respecte le 4 mètres à l'arrière, mais qu'il respecte le 6 étages que la zone permet. Et nous avons vu, selon les études d'ensoleillement qu'on va vous présenter un peu plus loin, qu'il y a plus d'impact négatif pour un projet conforme qu'il y aurait pour un projet qui est non conforme comme celui qui est présenté présentement. L'implantation du bâtiment offre des dégagements avant et arrière permettant l'aménagement de bandes vertes, incluant une plantation d'arbres en continu en front de la rue Sherbrooke ainsi qu'en arrière. Ça, on en a parlé, qui permet un peu plus d'intimité et vraiment limiter les îlots de chaleur. Et enfin, la proposition architecturale s'harmonise au contexte environnant de par la modulation des façades ainsi que les matériaux proposés. Il y a eu un travail architectural qui a été en lien avec nos architectes de l'arrondissement et l'architecte du projet pour vraiment mieux calibrer le projet et offrir que ça ne soit pas juste un bloc, que ce ne soit pas juste un volume, mais que ce soit un volume qui est réfléchi et qui parle avec son environnement. On y va dans le fond, c'est les échantillons qui ont été proposés. Sur les 4 étages supérieurs, nous allons avoir du revêtement métallique qui a une longue durée de vie et qui c'est un peu plus pâle, donc vu d'une couleur pâle, un petit peu moins imposant. Et nous allons avoir une brique de gris foncé à la base pour les 4 premiers étages et un pavé de béton gris pour le sol. Ça ne sera pas du béton coulé, ça va être vraiment un pavé de béton qui va être perméable. Comme je vous ai mentionné préalablement, on a demandé aux promoteurs de nous réaliser une étude d'ensoleillement pour comparer un projet de 9 étages comparativement à 6 étages qui serait conforme à la réglementation. Nous voyons dans le fond avec la présentation qu'on a partagée sur le site web, le comparatif, on voit comment la forme est du 6 étages selon les différents, soit l'équinoxe du printemps, ce 6 d'été et tout. On voit que selon le soleil, il y a plus de désagréments avec un projet conforme et avec plus d'ombrage sur les terrains qui sont pas mal plus adjacents à côté. On peut changer de diapo pour montrer les différences. Au solstice d'été, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est vraiment à l'automne et au printemps qu'on voit, si on peut mettre à l'automne, qu'entre les deux, on voit qu'il y a un peu moins d'ombrage sur les terrains qui sont à l'arrière avec un projet de 9 étages qu'un projet de 6 étages. Donc, c'était vraiment pour comparer qu'est-ce qui serait conforme à qu'est-ce qui n'est pas conforme et on trouve que le projet qui est présenté tel quel présentement, dérogatoire, serait plus approprié pour une implantation sur le site qu'un projet conforme. Donc, nous avons évalué et nous avons émis une recommandation favorable à ce projet-là, car le projet respecte les engagements du Plan métropolitain d'aménagement et de développement pour les aires TOD, car on densifie un secteur qui est
adjacent à une station de métro. Le projet est conforme au plan d'urbanisme également. Le projet propose une intégration optimale dans son environnement immédiat en offrant une mixité des usages, une végétation importante et un arrimage avec la station de métro Langelier. Les espaces libres au sol représentent un point fort qui aurait avantage à être développé en misant sur l'aménagement durable, sécuritaire et adapté en fonction de ces espaces. L'aire de stationnement intérieur devrait être optimisée en offrant un aménagement réfléchi, des espaces dédiés aux voitures et vélos. Le bâtiment à démolir ne représente aucunement une architecture significative. Le projet, incluant l'alignement de construction, est soumis à une révision architecturale. Donc, malgré que le projet soit adopté par le conseil d'arrondissement, le projet doit être revu absolument par les professionnels du comité de consultatif d'urbanisme pour en juger de son architecture. Et lors de la séance du comité consultatif tenue le 6 juillet dernier, les membres ont accueilli favorablement la demande en ce qui concerne les dérogations et l'ensemble du projet. Merci beaucoup, M. Allard. Merci pour cette présentation. Alors, maintenant, en premier lieu, on va prendre les questions et commentaires qui nous ont été envoyés à distance et après, on prendra les questions et commentaires en cours de séance parmi les personnes présentes. Il y aura aussi une précision et une description des prochaines étapes à suivre par Mme Tocheva, secrétaire d'arrondissement, à la fin de la séance. Donc, si vous avez aussi des questions sur le processus d'adoption d'un PPC-MOI tel qu'il nous est présenté ici aujourd'hui, Mme Tocheva pourra aussi répondre à vos questions. Alors, nous allons prendre les questions. Madame Tocheva, vous nous lisez les questions reçues? Oui, merci beaucoup, M. Caldwell. Première question de Mme Lily Bergeron. Sera-t-il possible de se prononcer sur les options de projet à ce stade du processus? Merci. Merci. Je vais refiler la question à notre équipe de la dose. Oui. En effet, il est possible que le projet, tel qu'il est présenté présentement, soit revu suivant les démarches de consultation publique. Donc, suite à ce que nous allons vivre aujourd'hui, il est possible que le projet puisse changer. Parfait. Et les étapes de consultation, celles qu'on vit ce soir, ainsi que la place de la consultation dans l'ensemble du processus, tout le processus nous sera résumé par Mme Tocheva à la fin de la séance. Mme Tocheva, prochaine question. Prochaine question, Naïtine. Pouvez-vous préciser combien de logements seront considérés comme étant des logements sociaux? Pour le moment, il y a 13 unités familiales qui sont prévues, 13 sur 133 unités. Pour le moment, c'est un marge de 9,7%. C'est loin des cibles de votre règlement pour une métropole mixte. Parfait. Donc, équipe de la dose, une réponse, s'il vous plaît. Le projet, selon les exigences du règlement de la métropole mixte, il va y avoir une contribution financière de volet social et une contribution financière du volet abordable qui va être donnée, qui va être payée. Et pour le logement familial, ça respecte ce qui a été demandé, donc 13 logements sur les 133. Il n'y aura pas, donc, dans le fond, c'est le requérant a le choix de payer pour atteindre les exigences. C'est ce qu'il a choisi de faire. Vous me permettrez une question de précision, s'assurer qu'on a bien compris votre réponse. Donc, ce que vous nous dites, c'est que la contribution est conforme au règlement Montréal Métropole Mixte. Pour le volet social, ce que vous me dites, il y a une contribution, mais pour l'autre volet, le volet abordable, il y a une contribution également, au-delà de 126 000 $, 310 000 pour le volet social et un minimum de 13 logements familiaux est exigé, ce qui est fourni dans le projet. Parfait. Merci. Madame Tocheva. Daniel Benatar, comment allez-vous gérer les dangers qui seront générés par le trafic du débarcadère de votre garderie? Je vais demander à la dose de répondre, oui. Oui, dans le fond, c'est nous priorisons les déplacements actifs pour les résidents du secteur et l'utilisation du transport structurant, que ce soit métro,
l'autobus ou la marche à pied. Et j'aimerais également inviter M. Chaloux et ou le promoteur à parler un peu plus de ce volet-là. Merci. Monsieur Chaloum, est-ce que c'est vous qui répondez? Oui, bonjour. Pour compléter le point de M. Allard exactement pour la garderie, l'idée c'est d'avoir pas de débarcadère vu qu'on a une voie réservée aux autobus sur la rue Sherbrooke, donc ce serait impossible, mais vu qu'on est dans un TOD, le débarcadère sera de façon active, accessible par justement le métro et d'autres moyens de transport actifs. Actif ou collectif, donc via le métro ou l'autobus, en transport collectif ou en transport actif. Parfait. Est-ce que ça complète la réponse du côté de la dose? Oui. Pour le public présent, quand je parle de la dose, c'est la Direction d'aménagement urbain et services aux entreprises. C'est l'acronyme pour l'unité responsable de l'urbanisme à la ville. Alors, prochaine question, Madame Tocheva. Joanne Saoro, j'espère que je le prononce bien. Démolir pour quel promoteur? Pourquoi? Madame Tocheva, je vais vous demander de relire. Donc, la question est démolir pourquoi? Pour quel promoteur? Monsieur Allard, vous sentez-vous capable de formuler une réponse avec votre compréhension de la question? Oui. Je vous demande la réponse, donc. Oui, mais j'inviterai également le promoteur à expliquer aussi. Mais nous avons l'impression que le propriétaire désire densifier ce secteur aux abords d'une station de métro pour répondre aux AirTod. Et le promoteur désire vraiment juste densifier, démolir le restaurant et utiliser le stationnement pour faire un bâtiment d'habitation. J'aimerais inviter le promoteur également. Exactement, très bien dit. Là, c'est un secteur qui devrait être densifié. C'est quelque chose qu'on pense également que la ville. Et on trouve aussi qu'en gardant le bâtiment, ce n'est pas possible de faire un projet haute densité, donc ça doit être démoli pour le projet. Parfait, merci. Madame Tocheva, est-ce qu'il y a une prochaine question? Oui, prochaine question de Louis Langelier. C'est un commentaire plutôt. Parfait. Dans MHM, une véritable frénésie de densification s'est emparée des élus. On ne compte plus le nombre de petits commerces, stations-service et restaurants qui ont été rasés pour faire place à des habitations qui dépassent très souvent la hauteur du cadre bâti environnant et qui jonchent le trottoir afin de maximiser l'implantation. Oui au TOD, le développement axé sur le transport en commun, qui vise à réduire l'étalement urbain et l'utilisation l'automobile génératrice de gestes, mais peut-on le réaliser de façon à ne pas transformer les quartiers en forêt de béton? Ces nouvelles habitations ajoutent une pression sur les services de santé et d'éducation souvent exsangues, sans parler des impacts sur l'ensoleillement, la vue, le bruit, la congestion. On se demande si la manière dont le TOD est implanté dans notre arrondissement possède d'une rage frénétique ou d'une planification minutieuse et concentration en concertation avec le palier provincial, seul responsable de la santé et de l'éducation. À voir le déroulement de certains projets immobiliers, on peut également se demander ce qu'il advient de la démocratie municipale. Comment savoir qu'un projet se prépare si les démarches initiales d'un promoteur auprès de la direction de l'urbanisme ne sont pas publiques? Les citoyens n'apprennent l'existence qu'au moment de la présentation par le conseil d'arrondissement. Et que penser de cette tactique par laquelle un promoteur provoque lui-même l'ouverture de registres référendaires dans les zones contiguës de son projet afin de noyer la contestation et d'empêcher l'atteinte de 10% des voies prévues par la loi. L'autre
tactique sous prétexte de dialogue avec le milieu d'un promoteur, qu'un promoteur embauche une firme de relations publiques qui choisit le moment le plus cru des vacances d'été pour annoncer le projet. Il est bien, pardon. Je vous laisse continuer, désolé, je croyais que c'était terminé. Je vous laisse continuer. Non, il est bien connu que la fiscalité municipale dépend en trop grande partie d'impôts fonciers. Avec plus de construction vient plus d'argent dans les coffres de la ville. Municipalités et promoteurs sont en relation symbiotique. Mais qui paye pour les infrastructures requises par ces projets? Elles seront à la charge de l'ensemble des citoyens. Combien d'années devront s'écouler avant que les taxes municipales générées par un tel projet puissent en couvrir les coûts? Le pouvoir de transformation des promoteurs que décrit Zachary Goudreau dans Le Devoir du 15 octobre est bien réel. Il faut qu'il soit bridé, de même que celui des investisseurs, comme il a bien démontré. Le TOD nous a souvent été présenté de manière idyllique avec ses zones piétonnières, ses services de proximité, ses zones de convivialité. Mais la réalité d'un forêt en béton est tout un autre. Absence de services, bruit, congestion, pollution, chaleur, ligne en vue et ensoleillement réduit. Merci. Merci, Madame Tocheva. Donc, on rappelle que le format de consultation permet les commentaires et les questions sur le projet. C'est là un commentaire émis. Il sera dûment noté au rapport de consultation. Prochaine question ou commentaire, Madame Tocheva? Oui, Éléonore Carrara. Donc, oui, j'ai un commentaire que j'ai fait plusieurs fois à ce jour. Nous sommes contre la densification de MHM et plus précisément contre la construction d'une tour à condos sur le site Pacini pour toutes les raisons déjà évoquées et pour lesquelles nous n'avons reçu aucune réponse satisfaisante. Notre position est la suivante. Le taux d'inoccupation à Montréal, tant pour les logements que pour les bureaux, est supérieur à 10%. Nous sommes dans une situation d'urgence climatique et nous exigeons plus de réforestation et des espaces sauvages partout où c'est possible et non plus de béton. Nous ne demandons pas si la tour de condo devra ou non être située près de stations de métro. Nous nous opposons à toute autre construction de tours à condo dans MHM. Il y a un manque de services, notamment d'écoles, d'hôpitaux et de CLSC, pour répondre à toute nouvelle augmentation de la population et de la congestion. Il y a eu un manque d'intérêt significatif de la part des représentants de la ville lors de 2 réunions auxquelles nous avons assisté et où nous avons présenté les points ci-dessus. Il n'y a eu qu'une seule réponse standard fournie par le maire Lessard-Blais, à savoir la ville veut construire les condos près de stations métro. Aucune réponse à aucune des questions ci-dessus. Cette situation n'est pas acceptable et nous continuerons à contester le déploiement des tours à condos dans MHM. Merci. Merci, Madame Tocheva. Merci de votre commentaire. Commentaire reçu. Prochaine intervention. Pierre Léonard, est-ce que la densification du quartier faisant partie de votre plateforme électorale? Merci, Monsieur Léonard, de la question. Il ne faut pas ici avoir de confusion des genres. C'est une assemblée publique de consultation sur le projet particulier. Votre question peut être adressée aux instances de délibération du conseil d'arrondissement. Cette consultation-ci étant balisée par justement le cadre législatif sur les consultations des projets, vous comprendrez que nous nous en tiendrons aux questions et commentaires qui concernent le projet. Je note donc la question sous forme de commentaire et je vous invite à l'adresser au forum adéquat. Madame Tocheva. Il n'y a plus de questions qui ont été reçues d'avance. Parfait. Merci beaucoup. Alors, à ce moment-ci, nous allons maintenant
entendre toutes les personnes désirant s'exprimer. Je vous invite à attendre que votre nom soit appelé par Madame Brassard afin de prendre la parole. Je vous appelle que nous entendrons une seule intervention par personne et nous limitons le droit de parole à 3 minutes. Madame Brassard, pardon. Je vous laisse, désolé, ma langue a fourché, je vous laisse donc prendre le contrôle, la distribution des tours de parole. Parfait, merci M. Caldwell. Donc, je vous invite à vous manifester, en fait, avec soit la main physique, vu qu'on n'est pas très nombreux, ou la main virtuelle, comme vous le souhaitez. Oui, je vois que Mme Carrara a une première question. Madame Carrara, on vous écoute. Attendez, je vais juste activer votre micro. OK, bon, parfait, merci. Parfait. Merci. Bon, je reviens encore de la façon qu'on traite les questions et les réponses. C'est la deuxième fois que je pose des questions, c'est la deuxième fois que je n'ai pas de réponse. Alors, je vais exprimer, je sais qu'on parle juste de ce projet-là, mais c'est un projet global parce qu'il y a des douzaines de condos qui apparaissent dans le quartier depuis quelques années maintenant. Il n'y a aucun moyen d'arrêter cette évolution de condos. On est dans une crise climatique. Je pense que vous ne comprenez pas l'urgence de cette crise climatique. On va voir le rapport de l'IPCC le 28 février, dont ils vont dire que la situation est encore pire qu'ils ont exprimé dans le premier rapport le 9 août. Alors, je veux savoir comment on peut arrêter cette évolution de condos dans MHM. Merci pour votre question. Est-ce que quelqu'un... Pardon, allez-y. Oui, merci, Madame Carrera, pour votre question. C'est une question en lien avec le projet et les orientations de la ville, en lien avec la crise climatique. Je ne sais pas si les gens de la DOSE veulent fournir une réponse en lien avec les exercices de planification de la ville. En tout premier lieu, le plan d'urbanisme. Est-ce que à la DOSE, vous voulez fournir une réponse? Peut-être me lancer, M. Caldwell, Régent Boisvert, oui, chef de division à l'urbanisme. Bonjour, Mme Carrera, merci pour votre intervention. Écoutez, l'arrondissement suit les grandes orientations. On l'a présenté tantôt, Simon l'a présenté tantôt, du PEMAD et des orientations du plan d'urbanisme qui nous dictent notre réglementation à l'effet de concentrer les activités et de densifier aux abords de nos pôles de transport lourd, dont les métros. Et vous savez, dans l'arrondissement, nous avons 9 stations de métro pour lesquelles on veut libérer ou laisser aller les véhicules moteurs pour prendre les transports en commun. C'est compris tout ça. Vous n'avez pas besoin de m'expliquer là. La question de base, on ne veut plus de densification. Je ne demande pas les mettre proches du métro ou loin du métro. Là. On le sait, la réponse. Ce n'est pas ça la question. On veut comment on peut arrêter cette densification. C'est un train qui vole à 200 000 à l'heure. Et on n'est pas capable de l'arrêter malgré toutes les protestations, les pétitions, les discours. On n'a pas eu une réponse à cette question. Bien, écoutez, je pense que c'est au-delà du système administratif. Là. Nous, les fonctionnaires, on suit les orientations aussi de la réglementation et des grands principes de base. Arrêter la densification, ce n'est pas dans les grands principes de base. Donc, c'est au-dessus de nos têtes à nous. Moi, je ne pourrais pas répondre à ça. Merci, M. Boisvert. Donc, on comprend de votre réponse que la densification autour des pôles de transport collectif fait partie de la planification des plans d'urbanisme en concordance avec le schéma d'aménagement au niveau de l'agglomération et du plan métropolitain d'aménagement et de développement, le PMAD, à la CMM, qui lui-même est conforme avec les politiques gouvernementales en termes d'aménagement du territoire. Donc, à chacune de ces étapes-là, à chacun de ces outils de planification, il y a un objectif clair qui est émis de densifier autour des pôles de mobilité durable, des pôles de transport collectif. Donc, si je me permets une réponse à votre question, c'est donc de reviser l'ensemble de ces exercices de planification pour renverser l'orientation qui est celle qu'on vient de vous décrire.
Merci beaucoup. Donc, allons-y, Madame Brassard, avec la prochaine question. Oui, est-ce que j'ai quelqu'un? Il y a M. Benatar, pardon. Monsieur Benatar, on vous écoute. Oui, bonjour. Alors, je vous écoute là tous parler de ces grandes orientations du plan d'urbanisme. Et finalement, je conclus, je me dis, chaque personne ici là, qui est présente n'aimerait pas avoir une densification extrême de son quartier. Fait que je pense que là-dessus, enfin, en tout cas, si vous êtes pour, je serais quand même étonné. Mais j'imagine qu'il y a quand même un maximum de personnes qui se disent c'est pas intéressant pour un quartier. De plus, ces grandes orientations dont vous parlez, elles ont été élaborées pré-pandémie, c'est-à-dire avant qu'il y ait de l'avancée sur le télétravail, parce qu'effectivement, ce n'était pas dans les objectifs des entreprises d'ouvrir le télétravail à leurs employés. Cependant, les programmes de télétravail qui sont en train d'être élaborés dans les grandes entreprises aujourd'hui offrent du 3 à 5 jours de télétravail par semaine à leurs employés. Ce qui veut dire que les orientations dont vous parlez, la densification pour utiliser plus les transports en commun, eh ben, c'est plus d'actualité. Ça ne correspond plus à la réalité. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez densifier, mais que les gens, finalement, ils ne vont pas prendre les transports en commun puisqu'ils vont rester chez eux. Par contre, le quartier, lui, il va être tellement densifié que les écoles vont déborder, que le quartier ne sera plus adapté à toute cette population-là. Et ce que ça va faire, finalement, eh ben, ça va apporter de l'exode des personnes qui étaient bien dans leur quartier et qui vont se dire ben, « moi, je suis plus heureux dans ce quartier-là, je vais partir ». C'est ça qui est en train de se passer, c'est la nouvelle réalité. Parce qu'évidemment, un terrain comme celui-ci, où il y a le Pacini, c'est évident qu'il allait être développé. Je n'ai jamais été contre ça. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'on a le terrain du Pacini, et puis Mondev, ils ont aussi le terrain où il y avait l'ancien poste de police. Ensuite, on a First Capital qui a aussi le centre d'achat où se trouve l'épicerie métro. On sait très bien qu'ils vont développer aussi, fait que ça va être surdensifié. Et encore une fois, je le répète, ça ne correspond pas à la réalité actuelle. Les TOD ne sont plus d'actualité. C'est ça qu'il faut revoir. Et quand vous dites que vous avez juste un rôle d'exécuter les grandes orientations, je veux bien le croire, mais vous avez aussi un rôle de réévaluer, de remonter l'information à la ville en disant mais regardez, ça fait plus de sens. C'est ça que je veux, c'est ça qui me, parce que c'est juste de la logique pour moi là. C'est pas parce qu'évidemment je vais être affecté par le projet. Moi j'habite juste en arrière, donc forcément je suis pas content de voir un immeuble qui va pousser en arrière de ma cour. Mais quand j'y pense là, ça n'a pas quelque chose de très logique par rapport au contexte actuel. Parfait. C'est ça. Oui, je ne voulais pas vous couper, je vous laisse terminer. Non, c'est correct. Alors après, voilà, le projet en tant que tel, évidemment, on a tous des questions. Alors, je reviens juste sur l'histoire du débarcadère. Alors, la réponse est extraordinaire. Alors, il n'y en aura pas parce que on se dit que tous les parents vont arriver par métro ou par autobus. Alors ça, c'est fabuleux parce que ça veut dire qu'il va falloir les trier, les parents. Parce que si jamais vous arrivez en voiture, on ne sait pas comment vous pouvez vous garer. Il faut trouver un autre moyen. Ça ne fonctionne pas, ça non plus. Alors, franchement, une garderie, on sait comment ça fonctionne. Les gens, ils arrivent, il faut qu'ils déposent leur enfant, il faut qu'ils trouvent un moyen de se stationner, sauf que là, c'est une voie d'autobus. Donc, une garderie dans cet immeuble-là, honnêtement, je comprends qu'il faut qu'il y ait un commerce, là, mais trouver un autre commerce que ça, parce qu'une garderie, ça ne fonctionne pas. Merci, M. Benatar. Est-ce que ça faisait le tour de votre intervention? Oui, oui, ça fait le tour. Merci. Parfait. Merci pour votre commentaire. Vous comprendrez bien qu'une façon, justement, comme vous dites, de faire remonter les points de vue, c'est justement via cette consultation-là où l'ensemble des commentaires sont dûment notés et entièrement reçus. Donc, allons, Madame Brassard, on y va avec la prochaine intervention. Oui, est-ce que j'ai quelqu'un d'autre qui voudrait s'exprimer? Qui ne l'aurait pas déjà fait à l'avance ou… Oui, M. Jean-Christophe Petit, allez-y. Oui, j'ai manqué une partie de la présentation, donc manque quelques petits détails peut-être par rapport à certains points du développement. Par contre, moi, étant un citoyen nouvellement acquéreur d'un logement proche de là, déjà vivant dans le quartier également, je
juste mentionner un point sur le fait que moi, je suis pour la densification, juste pour être certain que ça ne c'est pas complètement contre. Toutefois, je me pose des questions sur la hauteur de certains plans de densification et sur aussi les décisions par rapport à la surface, je dirais, de certains logements. Mettons que, surtout au niveau des, je dirais, de ce qui est des plans d'architecture du bâtiment. Je ne sais pas si ça avait été mentionné plus tôt, j'ai manqué un certain bout, mais idéalement, peut-être si on veut avoir une densification, surtout aussi au niveau familial, vu étant donné qu'il y a une garderie en dessous, là, pas avoir des plans là, avec seulement 600 pieds carrés et une seule chambre, c'est difficile d'avoir des familles dans des bâtiments comme ça. Donc, et également, Parfait. je soulève, excuse-moi, je vais finir en dernier Oui, non, point. non, continuez. Je soulève aussi qu'une garderie, c'est correct, mais située proche de la rue Sherbrooke avec autant de véhicules qui y passent, je dirais soit limiter la circulation sur Sherbrooke là, ou trouver peut-être un autre commerce, effectivement, parce que la circulation automobile peut être dangereuse pour les enfants. Parfait. Merci du commentaire. J'ai compris dans la première partie de votre intervention que vous aviez une question sur la typologie des logements et des logements qui permettraient l'accueil de familles. Est-ce que je me permets de la reformuler comme telle et on pourrait refiler la question à nos équipes, à savoir, est-ce qu'il y a des logements pour les familles? Est-ce que ça vous convient? Je ne veux pas mettre des mots dans votre bouche, là, mais oui. La question, qu'en est-il de logements familles dans le projet? Exactement. Je vais refiler mettons des logements de plus d'une chambre. Parfait. Je vais refiler la question à nos professionnels de l'urbanisme. Selon dans le fond, le minimum demandé par le règlement de métropole mixte, on atteint le 10 % qui va être de 13 logements familiaux qui seront fournis dans le bâtiment. Donc, le projet respecte les normes de cette réglementation-là. Et si vous permettez, M. Allard, la définition de logements familiaux, est-ce que dans la question était plus d'une chambre? Est-ce que quelle est la définition de logements familiaux? C'est des 3 chambres. 3 chambres, parfait. Monsieur Caldwell, est-ce que je peux me permettre juste une petite question? Oui, ben on va y aller dans l'ordre, M. Hénault-Ratel. C'était pas une question par rapport au projet, c'était une intervention par rapport aux commentaires du citoyen. Juste bien comprendre un des aspects qui a été mentionné. Le citoyen a mentionné son avis sur la densification et la hauteur de l'édifice qu'il trouvait élevé. Je veux juste savoir de sa compréhension, qu'est-ce qui serait une hauteur justifiable pour un projet comme ça? Autour de 6 étages. D'après ce que j'ai mes connaissances, au-delà de 6 étages, là, ça devient les personnes plus élevées là, dans les étages, peut-être un peu plus isolées du sol. Donc, il y aurait probablement une moins bonne interaction avec l'environnement autour. Donc, et également aussi, je trouve que je dirais qu'avec les maisons à l'arrière, là, puis je suis arrivé, on voyait justement l'ombrage à l'arrière. Je dirais que ça semblait être mieux 6 étages que 9, je dirais. Parfait. Merci, M. Petit, pour cette précision. Madame Brasseur, il va avec la prochaine intervention. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaiterait prendre la parole? Une fois, 2 fois. Donc, j'en comprends, Mme Brassard, qu'on a permis à tout le monde de soit poser des questions ou faire un commentaire. Donc, à cette étape-ci, je vais céder la parole à Mme Tosheva pour expliquer les différentes étapes du processus. Donc, il y a eu l'adoption de premier projet, puisque ce projet contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Et suite à cette assemblée publique de consultation et à la consultation écrite, le second projet pourra être adopté à la séance de 7 mars. Tel quel ou avec des modifications, c'est toujours possible. Une fois que le second projet est adopté, nous allons publier un avis qui va inviter les personnes habiles à voter des zones contiguës et de la zone touchée
à nous soumettre des demandes d'ouverture d'un registre référendaire. Cette étape, une fois franchie, on prévoit l'adoption du projet, l'adoption finale à la séance de 4 avril. Et ensuite, si nous avons reçu des demandes suffisantes pour l'ouverture de registre, il y aura l'ouverture d'un registre. Et après, suite à l'issue de ce registre, il pourrait y avoir un scrutin référendaire ou non. Voici pour les étapes. Parfait, merci. Rappelons, tel que mentionné plus tôt, et vous, là, je vais solliciter votre patience parce que je viens de perdre mon écran, mais Madame Tosheva, il est aussi, j'avais l'information, mais là, je ne l'ai plus, il est aussi possible de se prononcer via le site Internet de l'arrondissement, n'est-ce pas? Le projet présentement est encore jusqu'à ce soir en consultation. Donc, les gens ont été invités à nous écrire dans un courriel. Une fois que l'avis public qui va inviter les personnes habiles à voter, si c'est ça votre question, à nous soumettre des demandes d'ouverture de registre, oui, il y a différentes possibilités par écrit, par le site Internet, etc. Donc, est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça répond à ma question. Pour toute autre question sur le processus qui permet aux citoyens de se prononcer sur le projet, vous rappelez que vous pouvez vous adresser au service de Mme Tosheva à l'arrondissement. Sur le site Internet, l'ensemble des informations, tant sur la présentation de ce soir que sur le processus, sera disponible. Là-dessus, constatant que nous avons fait justement la présentation, nous avons pris questions et commentaires, tant questions et commentaires écrits que des personnes présentes. Nous avons expliqué l'ensemble du processus. Nous sommes donc à l'étape de lever la séance. Je remercie l'ensemble des personnes présentes, l'ensemble du personnel de l'arrondissement. Vous savez, vous êtes des tops. L'ensemble des citoyens présents, vous êtes nos citoyens préférés, bien entendu, et l'ensemble de mes collègues élus. Alors, c'est donc le moment de lever la séance. Un grand merci à tous.